Restauration scolaire donc, et une question pour lancer cette table ronde. Et si, au lieu de ramener la cantine scolaire à l'idée que le bio coûte trop cher, on regardait enfin le coût complet d'un repas, mais aussi les coûts évités et toutes les recettes, y compris sociales. Dans le débat public, vous le savez, hein, la restauration scolaire, elle est trop souvent résumée à cette équation simpliste qui ramène au coût des denrées. On vous propose de changer de focale à l'occasion de cette table ronde pour mieux comprendre comment des pratiques durables, quand elles sont bien articulées, peuvent rendre la transition des cantines à la fois financièrement soutenable et socialement ambitieuse à travers l'effet catalyseur des pâtes. Je vais quand même demander aux personnes qui sont à l'extérieur de bien vouloir baisser le volume de telle manière qu'on puisse s'entendre ici. Voilà, ce sera une première chose. Et du coup, ça me permet de vous présenter nos intervenants. Voilà, on va finir par y arriver. Tout là-bas, c'est Alice Van Roy, conseillère municipale de la ville de Tours, déléguée à l'alimentation. Vous êtes ici chez vous et Dieu qui fait chaud chez vous. Merci de nous recevoir. Alice Van Roy. Au centre de la cohorte, c'est Maxime Cordier que vous trouvez. Il est responsable du service restauration de la ville de Fontenay-sous-Bois. Et c'est majoritairement à travers cette casquette-là qu'on va solliciter Maxime cet après-midi. Encore que, pour avoir discuté avec lui en amont de cette table ronde, je sais qu'il ne résistera pas à la tentation de s'échapper un peu, de prendre de la hauteur et de parler aussi au nom d'Agores, dont il est le président. Agores, donc l'association qui rassemble tous les directeurs de la restauration scolaire en France. On y va. Je pense que toutes les personnes qui doivent être là sont avec nous et le niveau sonore a un peu baissé, ça devient plus confortable. Je vous propose d'ouvrir cette table ronde en travaillant par l'exemple, j'ai envie de dire, deux terrains, deux regards, Tours et Fontenay-sous-Bois, deux contextes très différents. Maxime Cordier, la première question, elle est pour vous. On va poser un peu le décor. À Fontenay-sous-Bois, on cuisine 700 000 repas scolaires par an. Et c'est vrai, on en a discuté tous les deux, que l'assiette de la cantine a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a plus de bio, il y a plus de produits bruts, il y a des menus végétariens. On lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous m'avez dit tout ça, et du coup, ma question pour vous a été, est-ce que ça a rendu l'assiette plus chère? Et là, vous m'avez fait une réponse de Normand. Vous m'avez dit, oui, mais non. Donc, j'aimerais que vous puissiez expliquer ce paradoxe. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et puis pour l'introduction. Oui, ma réponse à cette question qui est très judicieuse, c'était plutôt non, puis oui. C'est-à-dire que au début, nous avons réussi, comme énormément de collectivités, à prendre le sujet par le bon bout, c'est-à-dire de réfléchir de manière globale, holistique. Je suis désolé de sortir les gros mots, mais vous imaginez bien. À cette heure-ci, on peut tout. Voilà, on sache. Et donc de réfléchir les choses de manière globale à comment nous allions dans un premier temps, et c'est pour ça qu'au début, non, ça ne nous a pas coûté plus cher, puis après, oui, arrivé à un certain stade, eh bien, nous avons trouvé les moyens de nous autofinancer cette transition et cette amélioration de la qualité en ciblant, et ça c'est grâce à nos travaux d'échange et à une association comme la nôtre, l'association Agores, qui justement permet d'échanger entre techniciens de la restauration collective et de se passer les trucs et astuces qui marchent, et puis ceux qui ne marchent pas aussi. Ça fait gagner du temps, évidemment. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et nous, les trois axes principaux qui nous ont permis d'autofinancer d'une certaine manière le lancement de cette démarche de transition, vous les avez mentionnés, Nathalie, c'est d'abord la diversification des sources de protéines, c'est-à-dire d'arrêter de faire le repas du dimanche tous les jours et de mettre plus de végétal, de mettre plus de céréales, plus de légumes secs, en lien avec en plus l'objectif d'Egalim, mais d'aller un petit peu plus loin, parce que si on veut se payer un coût matière avec des protéines carnées qui coûtent cher, il faut pouvoir les compenser par un coût matière qui est moins cher. Pour que ça ne soit pas au détriment de la qualité. Exactement. Mais donc le sauté d'agneau qui vient
vient d'une éleveuse à côté de Nevers qui nous coûte 3,50 € du kilo. Donc quand on en achète 450 kilos, vous faites le calcul. Il est financé. Chaque centime compte. Oui, il est financé par le dalle de lentilles de la veille. Donc c'est un premier sujet. Ensuite, de limiter le gaspillage alimentaire, parce qu'il y a, et vous en avez fait un atelier tout à l'heure, mais là aussi, il y a des centimes dans nos poubelles, et nous sommes des métiers de centimiers, et ça n'est pas un gros mot, au contraire, la restauration collective, c'est sa force, c'est de nourrir ces 6 millions de gamins tous les jours à la cantine avec justement des petits montants, et donc les centimes qu'il y a dans nos poubelles doivent être ensuite réinjectés dans l'amélioration de la qualité, et puis de réussir progressivement, en accompagnant nos équipes en cuisine, de réussir progressivement, de réduire la place des produits transformés qui coûtent cher vers des produits qui sont moins transformés et qui, eux, baissent un petit peu le coût de production. Lorsque nous faisons nos gâteaux maison, lorsqu'on fait nos omelettes nous-mêmes, lorsqu'on fait notre riz au lait, ou lorsque l'on va faire nos sandwichs nous-mêmes, eh bien, on arrive, parce que nos équipes sont déjà en place, notre staff est en place, on arrive à réduire cela. Et enfin, pourquoi est-ce que je vous ai répondu non au début, mais oui après? Eh bien, parce qu'arrivé à un certain stade, il ne faut pas chanter une messe qui est fausse en faisant croire que on va réussir. Nous allons collectivement dans toutes les collectivités. Il y a des cas, sans doute, à la marge, très particuliers, qui arrivent à atteindre des niveaux d'excellence. Et ils sont un certain nombre sans avoir eu à augmenter globalement mais ça leur se compte budget. sur les doigts d'une main, quoi. Oui, ils sont globalement à la marge, et ils prêtent. Ils sont pas aussi facilement reproductibles, ce que nous on porte à Agores, c'est-à-dire le côté reproductible dans tous les territoires et toutes les collectivités. Et arrivé à un stade, il faut pouvoir mettre de l'argent dans l'assiette. C'est ça. Donc ce que vous êtes en train de nous dire en creux, c'est qu'au fond, c'est quelque chose qui se décide et qui s'assume, quoi. Oui, qui s'assume. À Fontenay, si nous avions eu ces échanges-là il y a 10 ans, exactement. Moi, je suis dans ma 9e année à Fontenay. Et donc, quand je récupérais le budget, j'avais 1 500 000 € de budget alimentaire. J'en ai aujourd'hui 2 500 000. Vous faites le calcul. En 10 ans, nous avons eu une augmentation de 7% par an. Alors, pas tout à fait 7% de manière régulière. Oui, mais donc, il y a l'effet de l'inflation. Il y a l'inflation, mais en gros, pour vous donner une idée, et donc, il y a tout de même une forme de choix politique, dans le sens noble du terme. Et il y a beaucoup d'élus dans la salle, je crois en avoir vu un certain nombre. Alice, vous en êtes une. Pour les élus, c'est une addition à somme nulle, hein, quand il faut chauffer la piscine pour les bébés nageurs ou payer les salaires des fonctionnaires. Eh bien, c'est encore une fois des arbitrages qu'il faut faire quand on met de l'argent dans l'assiette. Mais donc, une certaine forme de possibilité de s'auto-financer, ça c'est la réalité. Et ensuite, on arrive à un stade où il faut pouvoir mettre de l'argent dans l'assiette. Allez, on va lui demander directement, puisqu'elle est avec nous sur scène, à Alice Van Roy, ce qu'elle pense de tout ça. On voit bien que c'est un vrai travail d'horlogerie économique, organisationnelle, autant qu'un travail sur les denrées, sur la formation du personnel. Comment ces choix-là, puisqu'on vient de parler de choix, donc vous me direz si vous souscrivez à l'idée, mais comment est-ce qu'ils sont portés à Tours? À Tours, on produit 8500 repas de la crèche à l'élémentaire dans une toute nouvelle cantine dont je sais que vous êtes très fiers et dont vous allez forcément nous parler. Oui, merci. Bonjour à tous et toutes. Désolée pour la météo. Si j'avais pu décider, on aurait fait quelques degrés de moins. Effectivement, nous, on a fait un choix dès 2020. En fait, dès notre arrivée en responsabilité, il y avait une ambition forte sur l'alimentation, sur l'augmentation des produits de qualité, des produits bruts, de la saisonnalité aussi dans l'assiette. En fait, tout ce qui a été dit là, finalement, on l'a porté très fort. Et puis nous, on avait un enjeu sur l'outil en tant que tel. On avait une cuisine centrale qui était obsolète, qui était vraiment en bout de course, qui datait de 76. Donc, elle avait vraiment bien vécu, on va le dire comme ça, trop vécu même. Et il y avait urgence à avoir un nouvel outil. Et ça a été aussi un catalyseur pour nous, cette nouvelle cuisine centrale. Ça nous a permis de nous poser les bonnes questions sur là où on avait envie de mettre justement des moyens dans l'assiette, mais aussi dans l'outil de production, parce que plus l'outil de production est performant, plus vous allez à la fin faire des économies quand même in fine. Alors c'est à très long terme, mais il y avait un enjeu. Donc on a investi dans une légumerie de grande capacité qui nous permet de nous approvisionner
d'approvisionner avec plus de produits bruts. On a une pâtisserie aussi de très bonne qualité qui permet de produire nous-mêmes un certain nombre de pâtisseries chaudes, eau froide, entrées et desserts. Donc tous ces investissements, on les a pensés aussi pour se dire on veut augmenter la qualité et puis in fine on veut s'y retrouver dans le coût malgré tout en mettant des moyens dans l'outil de production. Et quand je dis outil de production, c'est dans la machine mais aussi dans tous les humains qui œuvrent à la cuisine centrale. Il y a le responsable de la cuisine centrale de Tours qui est là. C'est une grosse machine, c'est 60 personnes au quotidien qui travaillent pour sortir ces 8500 repas jour. Donc il y avait à la fois un enjeu moyen humain, outil de production pour qu'à la fin, même si on a mis plus d'argent dans les assiettes, ce soit le plus optimisé possible parce qu'il y a quand même un enjeu à ce que ce soit bien calibré et bien pensé. Et vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a aussi un investissement qui a été fait sur le réutilisable, le réemployable. Enfin, on est vraiment cohérent, quoi. On va au bout de la démarche. En tout cas, on essaie. On essaye, oui. On avait cette ambition d'essayer d'être cohérent dans ce qu'on essayait de porter. Et c'est vrai qu'il y avait aussi en simultané la question de passer à des contenants en inox réutilisables, lavables. Ce qui peut paraître, des fois, on nous dit, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup vu, on refait ce qui se faisait avant, on n'invente rien. Sauf qu'aujourd'hui, avec les process actuels, passer sur de réemployables pour une cuisine qui fait 8500 repas à jour, c'est une révolution dans le fonctionnement. C'est la plus grosse révolution dans le fonctionnement aujourd'hui. C'est imaginer un circuit retour des bacs qu'il faut laver, qu'il faut remettre dans le circuit. Enfin, en fait, c'est colossal. Ouais, donc, mais c'est très invisible. Alors, c'est très frustrant pour les gens qui travaillent dessus parce qu'ils ont l'impression de passer un temps infini pour quelque chose qui finalement ne se voit pas du tout, ne se perçoit pas du tout. On devrait le dire plus. Alors les gens finalement en sont conscients parce que quand on leur explique que du coup il n'y a plus du tout de plastique, il n'y a plus du tout d'aluminium jetable, qu'on fait des économies de l'ordre de 20 tonnes de déchets par an, enfin tout ça, mais il faut ça quand même beaucoup, par percoler. Il faut beaucoup l'expliquer, il faut beaucoup l'accompagner parce que sinon finalement ça fait partie de tout ce qui ne se voit pas dans le service public du quotidien et tout ce qu'on doit revaloriser aussi des fois pour rappeler à quel point il y a des enjeux à tous les moments de la journée, de la vie de n'importe qui, la collectivité. Et on finit par penser que c'est normal. Donc, ça se fait tout seul. Voilà, c'est ce qui est autre chose, mais effectivement, vous avez raison aussi. Tous les deux, comment vous faites pour que cette montée en gamme, cette montée en qualité, ne se traduise pas par une hausse du reste à charge pour les familles les plus modestes du territoire, voire de la précarité alimentaire, disons le mot. Il y a un atelier d'ailleurs qui a été consacré, et puisqu'on est sur une journée Carrefour des pâtes, dans quelle mesure le pâte permet de faire levier pour concilier cette ambition qui pourrait paraître parfois contradictoire, de faire de la qualité et en même temps de la justice sociale? Je vais garder le micro et puis je le donnerai après. Si Maxime est OK avec ça, c'est très bien comme ça. Alors deux choses sur la tarification. Nous, on avait fait le choix aussi dès 2020-2021 de repenser la tarification. On n'avait pas de tarification au quotient familial à Tours, donc on l'a pensé à ce moment-là. Donc ça nous a permis de remouliner, on va dire, aussi la question des tarifs. Donc en faisant en sorte que ce soit le plus accessible possible pour les tranches au quotient familial les plus bas. Donc on est autour de 70 centimes le repas quand c'est le plus bas. Et puis par contre en augmentant aussi le tarif le plus élevé autour de un peu moins de 5 € de mémoire. Donc on a réétalé pas mal la gamme de prix, pardon de l'expression, pour remettre de l'équité aussi sur cette question de restauration scolaire, ce qui a permis plutôt une augmentation de la fréquentation. Nous, on a des très bons taux de fréquentation, donc on voit que c'est pas le prix n'est pas un sujet. Mais après, il y a évidemment une volonté politique. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai dit, donc c'est encore plus facile. Mais c'est des choix aussi de dire, on sait que la cantine va à la fin coûter de l'argent à la collectivité. C'est à chaque exécutif, c'est à chaque pouvoir politique de se dire quel niveau d'investissement il veut mettre dans la restauration scolaire. C'est ça, il y a une volonté politique, mais elle se traduit par quelque chose de concret. Il y a effectivement des investissements, des outils qui se mettent en place. Et puis cette tarification où vous pouvez très bien décider du niveau de tarification que vous mettez et du reste à charge in fine pour les familles. Même question pour vous, Maxime, si vous le voulez bien. Ce sont des chiffres de l'Association des maires de France. Aujourd'hui, je ne pense pas me tromper, même si ce sont des chiffres anciens, à peu près 70% des collectivités pratiquent le quotient. Et 30% ne le pratiquent pas encore. Ça, c'est une première forme d'équitabilité de l'accès à la restauration scolaire. Le cas de Fontenay est intéressant, il est très pratiqué dans beaucoup de territoires. C'est d'avoir une palette de quotient qui soit suffisamment large pour éviter les effets de seuil comme on les connaît bien. Donc un élargissement du nombre de quotients. Nous, on en a 9 à ce stade. Et également de cibler les 2 premiers quotients pour faire en sorte que ces 2 premières tranches de quotient soient gratuites. C'est ça. Ça évite d'une certaine manière, ou plutôt ça cible
on va dire, les familles qui sont les plus concernées par le besoin d'avoir l'accès gratuit à la cantine, sans élargir cette gratuité de la cantine. On pourrait en débattre pendant longtemps, on n'a pas la place. C'est d'ailleurs un sujet qui a été présent dans les dernières municipales, mais sans aborder le sujet de la cantine comme ça de manière complète et accessible à tous. Et puis un tout petit point de Nathalie, mais très court. Beaucoup des familles ont très peu conscience de ce que réellement coûte à produire pour une collectivité le repas de leurs enfants, parce que chacun des parents identifie le temps de la pause méridienne comme étant uniquement un temps alimentaire. Moi, j'ai 2 enfants scolarisés. Il y en a un en maternelle, un en élémentaire. Si je devais faire appel à un ou une nounou pour les récupérer à 11h30, s'occuper d'eux pendant 2 heures, les remettre à l'école à 13h30. C'est ça qu'on appelle les coûts cachés aussi. Voilà, ça me coûterait entre 50 et 60 euros en région parisienne. Je ne sais pas combien ça coûterait ici, mais probablement pas loin de ça. Si elle doit en plus leur faire à manger, ça en coûtera 60. Là, à l'heure actuelle, pour les 2 premiers quotients, à Fontenay, on offre cette prestation totalement gratuite, mais globalement, c'est une offre qui est même pas concurrentielle, au-delà de toute concurrence. Et beaucoup des familles ont très peu conscience qu'en réalité, la facture qu'ils reçoivent tous les mois ne va représenter, et les chiffres sont globalement ceux qu'on connaît aujourd'hui, ne va représenter, oui, au maximum, et selon les quotients les plus élevés, c'est des calculs qu'on a fait à Fontenay, les quotients les plus élevés vont représenter la moitié de ce que ça coûte exactement. C'est des chiffres qu'il faut bien connaître. Et ça veut dire que peut-être on a besoin de plus de pédagogie, à nouveau, je rehausse le mot, et plus de transparence sur ces coûts réels et complets et ces coûts évités, ces recettes. Véronique Vella-Rodriguez, vous ne vous êtes pas encore exprimée, c'est le moment de le faire. Raisonnez de la manière dont le fait Tours, dont le fait Fontenay-sous-Bois, c'est démontrer au fond que la restauration scolaire, c'est un puissant outil de transition et de transition juste. Alors oui, je pense que en fait, Alice et Maxime ont déjà exprimé pas mal de choses, mais déjà la transition alimentaire, c'est quoi? La transition alimentaire, c'est pas uniquement respecter la loi Egalim en termes de pourcentage de produits durables et de qualité à mettre dans les assiettes. La transition alimentaire, ça va quand même au-delà de juste mettre des produits de qualité dans les assiettes. C'est également lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est végétaliser nos assiettes, augmenter nos sources de protéines. C'est tout un ensemble de choses, en fait. Et je pense que Alice et Maxime l'ont très bien dit. Et le coût d'un repas, effectivement, ce n'est pas uniquement le prix de la denrée alimentaire que vous avez dans l'assiette. Le coût de repas, c'est également le coût de la denrée, le coût de la distribution, le coût de la préparation du repas par le cuisinier, le coût de la matériel qui a été mobilisé pour le faire. Le matériel, s'il y a jamais, il y a des véhicules qui doivent circuler pour amener un repas d'un endroit à un autre. La personne ensuite qui sur place distribue les repas aux enfants. Le personnel périscolaire qui gère les enfants pendant les 2 heures de la pause méridienne. Tout ça, effectivement, ce sont des coûts importants qui constituent un ensemble de coûts et du prix que doivent payer les familles pour les enfants. Quels sont les outils, Véronique, quels sont les outils que le ministère met à la disposition des collectivités ou des directeurs de cantines pour les aider à emprunter ce chemin de l'évolution de la commande publique? Ce matin, avec Maud Fépou, on en a déjà évoqué quelques-uns. On a parlé du document Closier qui va sortir avec ses clauses sur mesure. On a évoqué, mais sans rentrer dans le détail, cette loi d'urgence agricole. Peut-être on peut y revenir. Et vous avez d'autres choses dans la musette, je le sais. J'ai quelque chose, oui. Alors, il y a le Conseil national de la restauration collective que vous devez connaître, le CNRC, qui travaille avec l'ensemble des acteurs concernés par le sujet en différents groupes de travail. Et effectivement, il y a différents documents qui ont été déjà rédigés par l'ensemble de ces acteurs en groupe de travail, dont fait partie Maxime d'ailleurs. Notamment, il y a eu des guides d'achat en fait, qui ont été élaborés pour accompagner les opérateurs, pour élaborer en amont la stratégie d'achat avant, pour savoir en fait, comment se diriger, quel fournisseur aller chercher en fonction de ce que moi j'ai besoin pour ma cantine. Donc ça, ce sont des documents importants qui sont a priori très utiles et très utilisés par les différents acheteurs publics. Il y a également un travail récent qui a été mené là, en 2026 avec l'ensemble des secteurs viande, fruits, légumes et légumineuses.
pour arriver à mobiliser la catégorie, alors je vais rentrer un peu dans le truc un peu techno, Allez. la catégorie 1 bis de l'article L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. On suit tous. En fait, en réalité, c'est une des catégories des produits dits Egalim, catégorie en fait qui ne mentionne pas expressément un produit en tant que tel, mais une catégorie qui permet de mobiliser un produit d'un point de vue environnemental et performant en matière d'approvisionnement direct. Donc, la définition de la catégorie étant légèrement vague, il y a eu ce groupe de travail qui s'est réuni tout au long de l'année 2026 pour arriver à définir exactement qu'est-ce que se cachait derrière cette définition et qu'est-ce qu'on pouvait faire rentrer comme type de produit. Ce travail de longue haleine sur les 3 secteurs que j'ai cités a permis de rédiger par l'ensemble de ces acteurs 6 livrets, donc 2 pour chacun des secteurs, 6 livrets permettant en fait d'éclairer l'acheteur public sur les types de produits qui peuvent répondre à cette définition. Pourquoi 2 livrets pour chaque secteur, un livret pour les acheteurs publics et un livret pour les acheteurs qui ne sont pas nécessairement publics. Des services publics, ouais. Ensuite, il y a le closier. Donc, dont on a parlé. Maud Fépou en a parlé ce matin du closier qui recense l'ensemble des clauses et qui peuvent servir bien évidemment. Et donc, vous avez évoqué la loi d'urgence. Donc la loi d'urgence, Bon, elle n'est pas encore promulguée, hein, mais on devrait y trouver des clauses sur la commande publique. Elle n'est pas votée, elle n'est pas promulguée. Elle a fait déjà un premier passage devant l'Assemblée nationale qui l'a votée. Elle a ensuite fait un passage devant le Sénat, qui l'a également voté. Mais il se trouve que les sénateurs et les députés ne sont pas encore totalement d'accord entre eux. Et donc, nous avons une commission mixte paritaire qui a été annoncée dans la presse, j'ai vu hier, au 16 juillet. Donc, on attend de voir si le 16 juillet, les sénateurs et les députés vont se mettre d'accord sur le contenu de la loi. Rapidement, pour vous dire que dans cette loi, donc, elle comporte un certain nombre d'articles. Il y a un article en particulier qui concerne la restauration collective, qui est l'article 4, et qui contient lui-même plusieurs dispositions. Je ne vais pas revenir en détail, cet article est relativement long et assez et on fourni. n'a pas le temps. Ouais. On n'a pas le temps. Non. En revanche, il y a juste une chose qui est importante dans cet article, c'est le sujet de la préférence européenne. Comme vous le savez, notre Premier ministre a souhaité que l'on introduise le sujet de la préférence européenne dans les approvisionnements de la restauration collective publique. Et donc, c'est désormais inscrit dans la loi, si tant est qu'elle soit votée en l'état comme ça le 16 juillet. Merci Véronique pour cette overview, comme disent les anglo-saxons, ce passage en revue de l'actualité chaude, oserais-je. Voilà. À cette heure-ci, ça fait même plus rire en fait. Hein. Mais voilà. Allez, on va parler de l'écosystème territorial dans lequel vous vous ébrouez chacun. On est sur une logique de poupée russe hein, à Tours, c'est Tours Métropole, Val-de-Loire qui porte et qui coordonne le PAT à l'échelle de l'aire urbaine. C'est la Chambre départementale d'agriculture qui pilote une dynamique du même ordre, mais à l'échelle du département. On en a parlé avec la directrice ce matin. Comment, évidemment derrière il y a la région, donc comment ces dispositifs s'imbriquent? Est-ce que ça se fait pour le meilleur? Et alors j'ai une question en mode porte-revolver. C'est-à-dire, est-ce que cette façon d'organiser le territoire et de travailler avec les acteurs a boosté les décisions qui ont été prises à Tours? Et à l'inverse, est-ce que Tours est une espèce de figure de proue qui entraîne peut-être dans son sillage d'autres communes de la métropole ou plus largement du département ou de la région? Alors j'ai forcément envie de répondre la dernière solution parce que sinon ça sert à rien d'être élu si on peut pas dire qu'on a envie d'être figure de proue. En même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'il y a c'est ce que vous dites, la logique de poupée russe, elle est intéressante. Si chacun arrive à avoir une impulsion au bon endroit et à pas se marcher dessus en fait. Et c'est un peu l'objectif. Quand on a l'avantage comme nous d'avoir finalement plusieurs projets alimentaires sur un même territoire, il faut s'assurer que chacun pousse les bons acteurs au bon endroit et que ça évite aussi de démultiplier les espaces de réunion et de comitologie parce qu'il y a aussi un peu ce risque-là. Sinon, c'est qu'on passe beaucoup de temps à dire ce qu'on va faire plutôt qu'à le faire. Ouais. Donc, on essaye de limiter cet effet-là et je trouve qu'ici, que ce soit
soit au département, à la métropole, ça fonctionne plutôt bien. Le département, lui, il a vraiment un rôle intéressant dans le sens où il va mettre beaucoup en relation les territoires de production avec les territoires de consommation, parce que la métropole, c'est quand même un territoire de consommation à l'échelon départemental. On a un vrai enjeu de structuration de filière. Voilà, de mise en relation. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la restauration scolaire et dans la restauration collective, c'est que ça reste des maillons de communication, d'échange entre des milieux urbains et des milieux plus ruraux. On parle beaucoup de ces oppositions urbain-rural, et la restauration scolaire dans les grosses villes, ça permet de remettre du lien et remettre aussi de la discussion avec des acteurs de différents territoires. Donc nous, sur des filières comme un label rouge Grand Bœuf, sur du veau bio, on a recréé vraiment les filières. Enfin, le département a été à l'initiative de recréer des filières, des labels. Et nous, notre rôle en tant que ville et collectivité de taille importante, c'était d'être un acheteur fiable, un acheteur qui sécurise aussi à la fin, sans passer par des marchés publics, parce que nous, on a fait des groupements de commandes, du coup, donc ça permettait d'avoir un autre axe que le marché public, et de sécuriser aussi un peu ces filières qui se structuraient en disant, on fait des groupements de commandes, et donc, à la fin, on sait que vous pouvez produire des volumes et que vous aurez des débouchés pour ces volumes. Donc, je trouve que quand on arrive à être chacun dans ce rôle-là, finalement, on est efficace, parce qu'on encourage la production locale de qualité, et nous, on permet aussi d'avoir des produits locaux de qualité dans nos assiettes, et ça fonctionne bien. Qui finiront peut-être par être livrés d'ailleurs à des communes hors le périmètre municipal de Tours. Oui, alors après, comme nous, on est la plus grosse commune de la métropole et qu'on a un outil flambant neuf, on a aussi aujourd'hui des sollicitations d'autres communes de la métropole qui peuvent avoir des besoins soit ponctuels, soit pérennes de restauration scolaire, pour qu'on devienne un peu l'outil de coopération, au-delà je ne parle pas de l'outil stratégique qui est le PAT, mais du coup l'outil physique, ça peut être la cuisine centrale. J'ajoute que dans les outils qui sont parfois un peu oubliés sur les territoires, mais j'en parle parce qu'il y en a un à Tours aussi, il y a les marchés de gros ou les marchés d'intérêt nationaux, qui sont des lieux logistiques très importants qui peuvent vraiment faire pivot dans les projets alimentaires territoriaux, qui ont été un peu délaissés sur les 15 dernières années au gré des lois et puis d'un certain nombre de sujets politiques. Mais on en a un à Tours, un marché de gros, et c'est aujourd'hui, quand on fait un peu le récap dans tous les PAT, à chaque fois on nous dit maintenant on a de la production, on voit les lieux de consommation, mais on a un problème sur la logistique et sur la transformation intermédiaire. On entend ça à peu près dans toutes les réunions sur le sujet. Or, il y a des outils, pas partout, mais il y a beaucoup de territoires où il y a des sources de financement pour ces outils, on l'a vu ce matin. Des fois un peu oubliés, et qu'il faut réussir à remettre sur le devant de la scène et à restructurer pour qu'ils répondent aux enjeux qu'on a identifiés un peu partout aujourd'hui: logistique, transformation intermédiaire, approvisionnement. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Du côté de Fontenay-sous-Bois, on est en première couronne parisienne, donc un milieu qui est un contexte de forte pression foncière, de dépendance à des productions extérieures, évidemment. Mais c'est la commune qui porte le PAT. Même question que pour Alice. En quoi le PAT catalyse la transformation du territoire en se basant sur la restauration scolaire? Oui, en se basant beaucoup sur la restauration scolaire, mais vous allez le voir, pas que, et ça a été tout l'intérêt. Il est né en 2019 et nous étions le 2e projet alimentaire de territoire d'Île-de-France. Je crois, je n'ai pas vérifié mes chiffres, mais je crois qu'aujourd'hui, il y en a une petite 50aine. Donc c'était avant Covid, et c'est vrai que c'était assez précurseur. Nous, l'utilité des PAT, et c'est à personne dans la salle, je vais l'apprendre, mais c'est que là où nous, à cette époque-là, qui remonte quand même, c'est que c'est une démarche mobilisante. Voilà, première chose qu'on connaît, nous, dans nos quotidiens. La démarche mobilisante, le côté un peu, je sortis un gros mot, mais le côté méta, quoi. C'est-à-dire que le truc qui aspire et qui permet de poser un dossier sur la table, qui va avoir un côté rassembleur quand on l'explique bien évidemment, pour pas que ce soit déconnecté de la réalité. Ensuite, ça fait péter les silos, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça évite que chacun soit dans son silo, on interface ces gens-là. Et c'est vrai que pour nous, à Fontenay, qui est une expérience qui est aujourd'hui très répandue dans beaucoup de territoires, et d'ailleurs ma collègue est dans la salle à Fontenay-sous-Bois, c'est que là où vous avez raison, beaucoup de PAT, et c'est un peu moins le cas à Fontenay-sous-Bois pour des raisons très urbaines, là où beaucoup de projets alimentaires de territoire travaillent avec le réseau agricole. Nous, les silos qu'on a rassemblés grâce à notre PAT, c'est toutes les structures d'économie sociale et solidaire. On a fait énormément d'éducation au goût, d'éveil sensoriel, et la locomotive, ça a été la restauration scolaire. En fait, on n'aurait pas eu, on va dire, ce côté, cette matrice-là, projet alimentaire de territoire,
et les quelques financements qui vont avec, eh bien, on aurait eu du mal à lancer notre démarche, en tous les cas, qu'elle soit aussi profonde et aussi réussie, quoi. Véronique Vella-Rodriguez, comment vous regardez ces deux retours d'expérience? Est-ce qu'ils sont des exceptions ou finalement une représentation peut-être pas statistiquement correcte, mais intéressante à regarder quand on veut mesurer l'évolution que prennent les territoires aujourd'hui? Je pense que malheureusement, c'est pas homogène sur le territoire, hein. C'est très hétérogène et je pense que, je sais pas si on peut parler d'exception, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas, je pense pas que ça représente la majorité aujourd'hui de ce qui se passe dans nos cantines scolaires. Bon, j'ai pas la. On donne toujours la parole aux bons élèves. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, je peux pas dire que je connais toutes les cantines scolaires de France, mais. C'était pas mon intention en vous posant la question. Mais je pense pas que ça soit très représentatif de la majorité de ce qui se passe. Par contre, oui, c'est vrai que le travail qui est réalisé dans ces deux communes montre qu'en fait, c'est possible quand même. Et c'est ça qui est important, je pense, à retenir aujourd'hui, c'est de voir que y a une volonté politique, il y a une volonté également au sein de la commune par l'ensemble des acteurs qui représentent un peu l'écosystème autour de la restauration scolaire. Et donc, c'est possible, on peut le faire. Moi, c'est ça que j'en retiens, en fait. Oui, j'avais envie de vous poser une question sur, voilà, sur les angles morts qui demeurent, les difficultés qui sont non résolues. Et en préparation de la table ronde, je vous ai posé la question, Maxime. Vous m'avez dit le PAT, ça sert vraiment à mettre en relation les personnes sur le territoire, ça aide à mettre en lien l'offre et la demande, et on l'a compris aussi en écoutant Alice. Mais alors, ce qui était intéressant, c'était la deuxième partie de la phrase, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous m'avez dit après, il faut que les gens fassent leur boulot, il faut qu'ils se sortent les doigts des moufles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, ça y est, je me souviens de ça. Oui, bah parce que j'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Alors, je vais être un petit peu frontal et en même temps pour une audience comme la vôtre, beaucoup tournée autour des projets alimentaires de territoire. Je fais ce métier-là depuis 25 ans. J'en suis possédé depuis presque 10 ans à Fontenay. Dans ces 10 dernières années, j'ai dû faire peut-être 500 entretiens avec beaucoup de personnes, toutes mobilisées, et qui me posaient souvent la question, mais comment la restauration scolaire peut s'y mettre, quoi? Comment la restauration collective peut s'y mettre? C'était des collectifs de parents d'élèves sur les questions des plastiques, c'était des chargés de mission sur les PAT, chargés de mission sur les filières agricoles. Je vous assure, c'était passionnant, et je ne suis pas du genre à refuser ce genre d'entretien. Au contraire, j'ai vu énormément de monde. Et je leur disais, mais vous voulez changer les choses? Devenez restaurateur collectif, quoi. Rejoignez-nous dans les collectivités. Une vraie différence, quoi. Ouais. Si vous voulez vraiment changer les choses, et très souvent, les restaurations collectives, la restauration territoriale, que j'ai l'immense honneur, si je dis ça, c'est parce que j'ai l'immense honneur de la représenter en étant président d'Agores. À chaque fois, ce sujet, on dit, mais il faudrait faire ça en restauration scolaire, et souvent on a des freins, et vous avez des freins quand vous rencontrez des responsables ou des directeurs ou des directrices de restauration scolaire. Je vous assure, beaucoup de collectivités cherchent des talents. Moi-même, quand je faisais des entretiens, je cherchais un chef de cuisine, je cherchais quelqu'un qui soit responsable des achats, je cherchais juste un chauffeur-livreur, mais qui soit intéressé par son métier. Là, on est à un stade où tout le monde met la lumière à juste titre sur notre restauration collective territoriale. Eh bien, nous avons besoin de talent, nous avons besoin de savoir-faire. Et toutes celles et ceux qui, comme vous, s'intéressent à ce sujet-là, eh bien, faites-le savoir. Devenez peut-être des restaurateurs collectifs ou faites savoir autour de vous que nous cherchons des talents. Allez, ça sera votre mot de conclusion, Maxime. Alice, sur cette question des freins et des angles morts, est-ce qu'il y en a encore sur lesquels vous travaillez rapidement? Oui, moi je reste en grande difficulté sur toute la question du gaspillage alimentaire. On sait que c'est un sujet qui est très compliqué à aborder, et plus la taille de l'équipement de production est gros, plus il y a d'inertie, plus c'est compliqué. Et je trouve qu'on en parle beaucoup. Enfin, c'est un sujet qu'on répète à l'envi, il faut réduire le gaspillage alimentaire,
Et je trouve que finalement, on est vite assez démunis, ou on est assez vite au bout des pistes d'amélioration là-dessus. En tout cas, nous, à Tours, c'est un écueil sur lequel on a du mal à progresser autant qu'on le souhaiterait. Donc, je continue à penser qu'il y a des vraies progressions possibles sur ces questions de gaspillage alimentaire, et que probablement, il y a des outils qui, malgré les réseaux de partage d'expérience et tout malgré ça... la plus-value des PAT, quoi. Ouais, Oui, enfin, en tout cas, c'est toujours marqué comme un objectif, mais c'est peut-être l'objectif qui est le plus difficile à concrétiser après, vraiment, jusqu'au bout du bout de l'assiette. Bon, on arrive à valoriser les biodéchets maintenant, à faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets qui partent vraiment à l'incinération ou à l'enfouissement. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais je trouve qu'on a encore un gros levier là-dessus, sur la réduction du gaspillage, l'optimisation des commandes, l'optimisation de toute la chaîne, pour que vraiment ce qu'on achète se soit servi, se soit mangé, et qu'on ait moins de pertes possibles, parce que derrière, c'est un travail qui n'est pas valorisé quand ça part à la poubelle. Donc, s'il y avait un écueil sur lequel aujourd'hui j'en appelle à toutes les bonnes idées, c'est comment aller plus loin sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci Alice Van Roy pour ça. On arrive à la conclusion de cette table ronde. Véronique Vella-Rodriguez, juste avant de refermer, je voudrais que vous disiez un mot, bref, parce que beaucoup de monde sont venus vous voir sur le... Ah, vous, pas tant que ça ? Non, sur le stand de ma cantine. Ouais, voilà. On parle d'objectifs à atteindre dans le cadre de la SNANC. La plateforme Ma Cantine, c'est vraiment un bel instrument à la disposition des territoires. Qu'est-ce qu'on y trouve? À quoi ça sert? En 2 minutes. Alors, en 2 minutes, l'outil Ma Cantine. Je vois là, dans le fond, l'intrapreneur de Ma Cantine. Voilà, il peut lever la main, comme ça, vous pouvez lever la main plus haut. C'est notre spécialiste. Voilà. Alors, l'outil Ma Cantine comporte énormément d'outils à votre disposition. Il y a un outil donc, sur le pilotage des achats. Donc, qui permet en fait de suivre au fil de l'eau de l'année en fait vos achats et qui ensuite in fine qui permettra la télédéclaration en fait automatique une fois que vous avez rentré vos achats tout au long de l'année. Donc ça, c'est quand même un bel outil, je pense, et qui permet pour ceux qui n'ont pas notamment de logiciel de gestion au quotidien de l'utiliser. Nous avons également un outil sur le gaspillage alimentaire qui permet en fait d'établir un diagnostic et qui propose peut-être des actions sur le sujet. Et nous avons également un outil sur les différents acteurs de l'écosystème de la restauration collective. Si on souhaite contacter telle ou telle personne, Ma Cantine en fait propose ces différents acteurs comme d'autres nombreuses autres ressources. Tous les documents dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont issus du Conseil national de la restauration collective, sont également en ligne sur Ma Cantine. Ma Cantine, ouais. Le process de télédéclaration sur Ma Cantine, donc comme je l'ai dit, soit vous le faites en une seule fois au moment de la période de télédéclaration entre janvier et le mois d'avril, soit l'outil de suivi des achats vous permet de le faire un petit peu au fil de l'eau finalement. Donc ça, c'est quand même intéressant pour les collectivités, surtout les petites collectivités qui veulent s'en saisir, et sachant que l'outil propose également, permet maintenant aux fournisseurs directement de déclarer en fait les achats de ses clients sur la plateforme Ma Cantine. Donc ça également, pour les petites collectivités, je pense que ça peut être relativement précieux. En conclusion, je dirais juste que avec les différentes données qu'on a pu récolter ces dernières années sur la plateforme Ma Cantine, il s'est avéré que les statistiques montrent un chiffre hyper intéressant. C'est que si un restaurant collectif télédéclare plusieurs années de suite, eh bien on se rend compte que ces taux en produits durables et de qualité et ces produits en produits issus de l'agriculture biologique augmentent et se rapprochent de la cible fixée par la loi Egalim. Et je propose qu'on reste sur cette bonne nouvelle pour conclure cette table ronde. Donc un nouveau site, si ce n'est pas déjà fait, mais j'ai du mal à le croire, à mettre dans les favoris de votre ordinateur, dans cette plateforme numérique. Ma Cantine, on a du temps pour prendre une question si vous avez encore de l'énergie pour le faire. Et après, on conclut. Est-ce que quelqu'un est motivé? Non, mais je demande. Alors, je vais le faire en mode commissaire-priseur. 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous d'être restés.
Parce qu'elle était, elle était très intéressante, cette table ronde. Je vous laisse emporter la bouteille. Voilà, c'est la denrée la plus précieuse du moment. Et regagner la salle, même si on vous retrouvera, Véronique, dans quelques minutes pour les conclusions du ministère. Voilà, nous arrivons à la toute dernière ligne droite de ce troisième carrefour des PAT. J'espère que vous avez passé une bonne journée malgré les conditions exceptionnelles dans tous les sens du terme. J'espère aussi que c'était le cas pour notre grand témoin Nathalie Corrad. Je l'ai vu se balader dans tous les ateliers, oui, je sais que vous êtes là, dans tous les ateliers où on vous a permis d'entrer. Vous êtes maître de conférence en économie à Bordeaux Sciences Agro. Vous travaillez forcément sur la question du lien entre le développement des initiatives visant à reterritorialiser l'agriculture et l'alimentation et le développement de ces territoires. Vous participez au niveau national à des réflexions portant sur la performance des circuits courts et de proximité et aussi sur les conditions de leur développement. Un bel écho aux discussions qu'on a eues toute la journée. Vous êtes une grande témoin idéale pour conclure ce troisième carrefour des pâtes. Et je vous cède bien volontiers le micro. Un petit applaudissement si vous avez encore un peu d'énergie pour Nathalie Corrad. Bon, merci pour cette invitation d'abord. Je suis ravie d'être ici parce que, effectivement, au-delà de ce qui a été dit sur moi, j'ai accompagné un des premiers PAT qui a été labellisé en France, qui était celui du Grand Bergeracois. Donc, c'était en 2015 que j'ai accompagné ce territoire, qui était effectivement notamment porté par le président du pays qui portait ce PAT, mais aussi par Brigitte Allain, qui a été la rapportrice à l'Assemblée nationale sur un rapport sur la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation. Donc je suis ravie d'être là parce que du coup, me voilà projetée 12 ans plus tard. Et je suis ravie de voir, effectivement, donc je suis là pour à la fois faire un peu, amener mon regard sur ce que j'ai entendu. Alors, j'ai pas pu aller dans tous les ateliers parce que j'ai pas le don d'ubiquité. Et donc, 6 ateliers, c'était un peu beaucoup pour moi. Voilà. Mais j'ai bien écouté quand même ce qui a été dit. Donc, je suis là pour vous restituer un petit peu, moi, ce que j'ai entendu, ce qui m'a un peu interrogée, donc sous forme aussi de rapport d'étonnement. Donc déjà, voilà, je vois que les PAT, ils avancent. Moi, quand j'ai commencé en 2014-2015 à accompagner et à regarder les PAT, déjà, on parlait, ce matin, j'ai entendu parler de ça, il y avait une question sur est-ce qu'il y a des PAT plutôt ruraux, puis des PAT plutôt urbains. Et moi, je me rappelle, avec une collègue, on avait écrit un papier qui s'appelait Pâtes des villes et Pâtes des champs, parce qu'effectivement, on avait des différences assez notables entre des PAT portés par des territoires plutôt ruraux et des PAT plutôt urbains, avec des PAT ruraux qui utilisaient le PAT pour essayer de sauver l'agriculture locale, et puis plutôt des PAT urbains qui étaient tournés vers les mangeurs. Et en fait, aujourd'hui, les PAT, ils sont systémiques, assez globaux. Et finalement, qu'on soit urbain ou rural, même s'il y a des petites touches comme ça de différenciation, globalement, vous avez des PAT qui embrassent une diversité de thématiques et de problématiques liées à l'alimentation. Donc il y a un vrai changement et je vois bien aussi qu'il y a du passage à l'action. Au début, on se cherchait un peu. Du coup, les PAT se rencontraient, ils discutaient. Là, vous discutez, vous vous rencontrez, mais aussi vous agissez et vous passez à l'action. Et donc, du coup, là, moi, ma petite intervention qui suit, je vais l'organiser en 4 points. Pour moi, il y a 4 mots qui sont revenus globalement et qui ont sonné à mes oreilles durant cette journée. Et d'ailleurs, ça a commencé très très fort. Et du coup, chacun de ces mots, pour moi, a aussi enclenché une série de questionnements que j'avais déjà avant, mais qui ont réactivé pour moi ce questionnement-là. Alors le premier mot, c'était la thématique d'aujourd'hui en fait, c'est l'opérationnalité, comment passer au mode d'action, l'opérationnalisation. Et ce mot, en fait, quand à regarder, à écouter cette journée, il a renvoyé en fait à, je dirais, une nouvelle étape que l'on attend des PAT, alors que l'on attend, je pense, depuis quelques temps là maintenant, parce que les PAT au début, ça a été beaucoup dit, je reviendrai dessus parce que c'est un des mots que j'ai retenu.
Au début, c'était, on réunissait les gens, on les mettait autour de la table, voilà, le fameux, hein, quand on regarde là, sur la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation 2014, là on voit le schéma avec tous les acteurs, tout ça. Voilà, on a mis tous ces acteurs autour de la table, on les a fait se rencontrer, etc., etc. Et l'opérationnalité, c'est, bon, c'est quand qu'on arrête de causer, hein, et qu'on passe à l'action. L'action étant, ben, on ne cause pas, hein, on agit. Alors du coup, oui, il faut passer à l'action, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, je vois bien que des actions, il y en a. CQFD à cette table ronde, mais aussi à tout ce qui a été montré durant cette journée. Mais voilà, moi, dans ma petite oreille, dans mon petit cerveau, ça a réactivé quelque chose que je dis assez souvent et qui revient pour moi, parce que j'étudie quand même pas mal de projets alimentaires territoriaux. Bah, quand même, mettre autour de la table tous ces acteurs, et ça a été dit, hein, toute la journée, qui ne se connaissent pas en fait, qui se méconnaissent sur les territoires, qui sont tous acteurs du système alimentaire, mais qui ne se sont pas rencontrés parce que l'histoire est passée par là, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne se sont pas rencontrés. Les agriculteurs, les artisans des métiers de bouche, les industries agroalimentaires, la grande distribution, les épiceries locales, etc., qui sont tous des acteurs du système alimentaire local, il faut les mettre autour de la table. Il a fallu les mettre autour de la table. Les opérateurs, les acteurs qui accompagnent aussi, hein, le changement agricole. Eh ben ça, pour moi, c'est de l'action. Voilà. Donc, c'est aussi opérationnel que de faire ça, que de conduire une action, par exemple de création d'une légumerie, que de conduire une action de, je sais pas, d'installation d'agriculteurs. Voilà. Donc je voulais juste dire ça, parce que moi, ça m'interroge tout le temps quand derrière l'opérationnalisation, on néglige cette partie-là, et je trouve que ça a été dit, je crois, à un moment donné, de dire, il y a quelqu'un ce matin qui a dit ça, qui a dit, moi je suis désolé, mais l'action ne peut pas se faire tant que les gens ne sont pas pris à le faire collectivement. Voilà. Et oui, je pense que du coup, cette étape, elle est nécessaire, et on ne doit pas l'oublier, même dans un processus d'activation et d'action. Ça, c'était mon premier mot, qui était l'opérationnalité. Le deuxième mot qui a été fort pour moi ce matin, c'est l'évaluation. Alors oui, bien sûr, il faut évaluer, il faut mesurer. Alors pourquoi il faut mesurer, évaluer ? On a entendu hein, ce matin, pour démontrer. Il faut démontrer que les PAT, ça sert à quelque chose, pour justifier. Alors pourquoi ? Parce qu'on mobilise de l'énergie, on mobilise du temps, on mobilise des gens et on mobilise de l'argent. Et en particulier, on mobilise de l'argent public. Et on ne voit pas comment aujourd'hui, compte tenu de la situation, on ne doit pas justifier la mobilisation d'argent public par quelque chose qui relève de l'efficacité ou de la performance. Moi, j'en comprends les raisons, mais ça suscite chez moi toujours des petites réflexions. Voilà, j'ai un mauvais ange dans mon petit cerveau qui me dit « Ouh là là !» Alors, c'est quoi les questions que ça me pose ? Je comprends hein, pourquoi il y a cette nécessité, mais moi, ça m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on veut évaluer. Alors j'ai bien vu ce matin le rapport, hein, voilà, le nombre d'installations qui ont été faites grâce au PAT, je ne sais pas, le nombre de cantines qui s'approvisionnent localement, combien de menus maintenant sont à base de produits locaux, combien, donc des nombres, hein, il faut chiffrer. Mais, et c'est là que voilà, ça m'interroge, je pense que les projets alimentaires territoriaux ne sont pas que quelque chose qui génère du quantitatif. Je pense que les projets alimentaires territoriaux sont des projets qui inscrivent les territoires dans la transition. Et donc, ça pose la question de c'est quoi cette transition que l'on cherche ? Et auquel cas, quand on est au clair là-dessus, comment est-ce qu'on évalue, pour le coup, le changement, la transition, et est-ce que ça suffit d'avoir du quantitatif ? Alors, c'est pas ça suffit, mais même, moi, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on mesure la transition ? Voilà, et c'est vraiment une question de recherche hein, qu'on a, nous, les chercheurs, c'est finalement la transition, c'est la transition à quoi, vers quoi, sur quoi, avec quoi ? Et du coup, comment est-ce qu'on observe la transition ? Et on se pose ces questions-là. Et puis, je rajouterai une chose, c'est que ça a été dit ce matin par Clémence Rebourg qui expliquait que, oui, et puis, évaluons à l'aune quand même des moyens qui sont mis à disposition. Et je rajouterai, je vais être un peu provocatrice, et je parle là pour le coup aux institutions, et donc je vais être un peu provocante,
Mais se pose-t-on exactement la même question et fait-on les mêmes études sur quand je mets 1 euro sur la politique agricole française, quand je mets 1 euro sur la politique agricole européenne, qu'est-ce que ça me donne comme résultat en matière d'installation, de changement, etc., etc. Il reste 2 minutes pour conclure, donc je vous propose de faire un combo avec les 2 derniers mots si ça vous va. Les 2 derniers J'espère mots. qu'ils vont Alors ensemble. le dernier, il est lié au financement. Parce que ce mot il est revenu, parce qu'il y a une vraie crainte que les financements s'arrêtent. Ce qui pour moi interpelle le rôle, la liaison entre l'État et les territoires et les collectivités territoriales. Parce que, je ne sais pas, les PAT, est-ce que ce sont des projets de développement territorial? Les territoires choisissent de faire un projet de développement durable des territoires à partir de l'alimentation? Ou est-ce que, comme je l'ai entendu ce matin de la part de la directrice générale de l'alimentation, ou est-ce que c'est le bras armé de la transition que veut la Direction générale de l'alimentation? Et bien, si c'est le bras armé, peut-être qu'il y a une articulation à trouver entre les territoires et l'État qui fasse que l'État ne laisse pas complètement se débrouiller et simplement aider à l'animation des PAT. Et enfin, le dernier, c'est la coopération. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Les PAT, c'est effectivement des leviers de coopération infraterritoriale. Je pense qu'il ne faut pas oublier, vous êtes là pour ça, interterritorial. Et ce serait bien que ce soit aussi des leviers de coopération interéchelle entre le niveau territoire, État, national et européen. Et je terminerai, c'est ma petite conclusion, j'aime toujours conclure avec une petite phrase que j'aime bien. Cette petite phrase, elle vient de Paul-Émile Victor, qui disait « La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas ». Moi, je trouve que les PAT tentent, c'est une belle réussite. Merci pour ce regard d'abord sur nos travaux de la journée et cette conclusion inspirante. Le dernier mot vous revient, Véronique Vela-Rodriguez, pour les conclusions de cette journée Carrefour des PAT. Vous pouvez le faire au pupitre ou avec le micro si vous vous sentez plus à l'aise. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette journée. À titre personnel, c'était mon premier Carrefour des PAT et je suis vraiment, vraiment hyper contente de la façon dont ça s'est déroulé. Et je voulais vraiment vous remercier tous d'être venus aujourd'hui malgré la chaleur. Je vous avoue que quand j'ai vu passer un petit mail la semaine dernière m'indiquant que c'était la canicule et qu'il y avait un risque d'annulation du Carrefour des PAT, j'ai fait un bond sur ma chaise et je me suis dit non, j'espère que non. Donc encore un très grand merci à vous tous d'y être venus. Je pense que c'est globalement, on peut tous se satisfaire collectivement de ce qu'on a pu échanger ensemble aujourd'hui. Les PAT, donc effectivement c'est possible, on peut en faire. Comme l'a dit ma directrice générale ce matin, c'est en tout cas pour nous, État, c'est vraiment le bras armé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des leviers essentiels à l'application de la politique nationale de l'alimentation, en tout cas telle que nous voudrions voir appliquée sur la totalité du territoire en France. Pour nous, c'est un vrai sujet opérationnel, du coup, un vrai levier opérationnel. On est dans le thème. Sur les territoires. Je comprends également les craintes de tous sur tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Elles sont légitimes, ces craintes. Voilà, je vais pas plus parler sur le sujet où on a déjà pas mal évoqué le thème aujourd'hui. Et donc, je voulais encore vous remercier. Remercier également pour toute l'équipe d'organisation. L'animation, le consortium pour l'organisation du Carrefour des Pâtes aujourd'hui. Notre prestataire informatique pour la plateforme France PAT. J'espère que vous avez tous rendu vos questionnaires, comme demandé par le monsieur tout à l'heure. Attention. Et voilà, un grand merci et j'espère vous revoir très prochainement pour le prochain Carrefour des Pâtes. Voilà, merci à vous aussi. C'est le moment de vous applaudir aussi vous-même, d'être resté jusqu'au bout. Ce 3e Carrefour des PAT, c'est fini. Bon retour chez vous, j'espère, dans les meilleures conditions possibles. N'oubliez pas, ça vous a déjà été dit, si vous voulez récupérer une version papier du baromètre des pâtes, il faut rendre votre badge et c'est toujours intéressant de le faire puisqu'il sera réutilisé. J'étais ravie de vous accompagner à l'animation des plénières. Continuez à agir sur vos territoires comme vous le faites. Ce n'est qu'un début, on sent cette énergie collective et ce n'est pas que le fait de la chaleur. Bonne continuation à vous tous.